Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Puro latino, puro islam. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est le slogan de la première mosquée entièrement hispanophone des États-Unis. Une mosquée qui a vu le jour il y a 3 ans au Texas. Des latinos qui quittent leur ancrage chrétien pour épouser l'islam. Le phénomène reste encore marginal, mais commence à faire parler de lui au pays de l'oncle Sam. Quelles sont donc leurs motivations et comment se réapproprient-ils la culture musulmane? États-Unis, quand Dios devient Allah, c'est un reportage de Crystal Gem. La nuit tombe, l'heure de l'appel à la prière. Chaque soir pendant le ramadan, ces hommes et ces femmes installent quelques tables sur ce parking. Ils sont là pour l'iftar, la rupture du jeûne. Quelques fruits et de l'eau pour commencer, juste avant la prière du soir. Mais cette congrégation est un peu différente des autres. Cette congrégation prie pour une partie du monde, pour tous les musulmans du monde. Nous sommes plus d'1,5 milliard de musulmans sur la planète. Islam in Spanish est la seule communauté qui parle espagnol. Dans les bureaux d'une ancienne banque de Houston, au Texas, le Centro Islamico a pris ses quartiers depuis 2016. Ses fidèles vivent aux États-Unis, mais sont originaires d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale ou de Porto Rico. Ils sont les nouveaux visages de l'islam. Nada merece ser adorado excepto un Dios. Y Mohammed es su mensajero. Cet homme qui s'adresse à la congrégation, c'est Mujahid Jaime Fletcher, le fondateur du centre. Un homme que rien ne prédestinait à se convertir. Il y a une trentaine d'années, son père, issu d'une famille catholique très croyante, décide de quitter la Colombie et d'immigrer aux États-Unis pour offrir un avenir meilleur à son fils unique, qui, après une adolescence tumultueuse où il flirte avec les gangs, choisit une autre voie. Mon père m'a toujours enseigné, depuis mon enfance, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. En fait, il recherchait la vérité et me demandait d'en faire autant. À l'âge de 23 ans, j'ai enfin découvert l'islam, je l'ai étudié pendant 1 an. J'ai enfin réalisé que tout ce que je recherchais se trouvait dans l'islam. C'est finalement toute la famille Fletcher qui se convertit à l'islam. Mais la démarche de Mujahid Jaime n'est pas une nouveauté. C'est en 1920 que l'on dénombre les premiers latinos musulmans sur le territoire américain, même s'ils sont peu nombreux. Paradoxalement, les événements du 11 septembre 2001 donnent un coup de projecteur sur cette communauté, notamment par la voix de Jaime. Mon père m'a dit « Tu sais, beaucoup de gens vont poser des questions et personne ne parle espagnol. Alors la communauté musulmane d'ici m'a demandé de parler aux médias alors que je venais à peine de devenir musulman. J'ai parlé au nom de l'islam juste après le 11 septembre, c'était un défi. » Par un effet boule de neige, davantage de latinos se tournent alors vers l'islam. Une leçon pour Mujahid Jaime, la communication est essentielle pour faire exister sa communauté. Une page Facebook, une chaîne YouTube, un compte Instagram, le Centro Islamico est omniprésent sur les réseaux sociaux. C'est un Facebook Live. Vous savez, quand on fait un Facebook Live, c'est diffusé dans le monde entier. Il s'agit de montrer une autre facette de l'islam. Quand je suis devenu musulman, je ne correspondais pas aux stéréotypes arabes ou d'Asie du Sud. Les gens sont plus ouverts, plus enclins à nous écouter, car ils se demandent pourquoi nous sommes devenus musulmans si nous ne sommes pas arabes, ou si nous n'avons pas d'ancêtres arabes ou de la famille venant du Moyen-Orient. Et cela nous met dans une position qui nous permet de parler honnêtement avec les personnes de cette société dans laquelle nous avons grandi. Une communication à la limite du prosélytisme, même si les responsables du centre se défendent d'une telle démarche. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. 170 personnes se sont converties ici en 2 ans et les productions du Centro Islamico veulent toucher un maximum de personnes dans le monde. Nous produisons tout le contenu ici. Nous avons un studio d'enregistrement équivalent à un studio de télévision. Et enfin, nous avons notre propre unité de production audio. Nous avons une cabine d'enregistrement juste ici. Aujourd'hui, c'est Jaime Père qui va enregistrer le Coran en livre audio. Et en espagnol, évidemment. Entonces, los beneficios del Corán. Ese está bueno. Exégesis de la última.
À 74 ans, il est devenu la voix espagnole de l'islam. Il a déjà enregistré plus de 500 livres audio distribués gratuitement dans le monde. Un retour aux origines hispaniques pour le patriarche. L'islam est présent en Espagne de 711 à 1492, l'année de Christophe Colomb, 800 ans. Nous avons différentes villes en Colombie, au Mexique et en Amérique centrale avec des noms musulmans. Au Mexique, Guadalajara, Matamoros. Je suis né à Palmyre, en Colombie, et Palmyre est une ville de Syrie. Harold Morales est chercheur à l'Université de Californie à Riverside. Il a étudié cette composante de la société américaine et il en a fait un livre, Latino et musulmans en Amérique. Il y décrit une communauté dynamique avec un taux de conversion qui compte parmi les plus élevés dans l'islam aux États-Unis. Il y a différentes statistiques sur le nombre de latinos qui ont embrassé l'islam. Ces chiffres varient de plus de 50 000 à 198 000 personnes. En revanche, le taux de conversion est très élevé parmi les latinos musulmans. Et plutôt que de dire qu'ils sont convertis, ils se qualifient de revenants. Ils ne se convertissent pas à quelque chose de nouveau, mais plutôt ils reviennent à quelque chose d'antérieur. Ils reviennent vers une histoire qui a été effacée, oubliée, ce lien entre les musulmans et l'Espagne. L'une de ces revenantes habite ici, à San Diego, sur la côte ouest des États-Unis, à plus de 2000 km du Centro Islamico de Houston. C'est le premier Coran qui m'a été offert. Cette sourate est l'une de mes préférées parce qu'elle parle précisément de Marie et de Jésus. Dans la culture mexicaine, nous donnons beaucoup d'importance à Jésus et à sa mère Marie. De savoir que l'islam confère à Marie une place prépondérante, ça me rend très heureuse. Être musulmane sans renier sa culture mexicaine, une évidence pour Claudia. Depuis la mort de son mari, cette réceptionniste vit avec ses 3 filles et sa mère dans ce petit 3 pièces. Il y a 1 an et demi, elle a décidé de faire sa shahada, sa profession de foi. Spectatrice assidue des cours et des prêches vidéo du Centro Islamico, la jeune femme n'imaginait pas trouver une autre mosquée pour la guider dans sa démarche spirituelle. Et peu importe la distance. Je n'ai pas pu aller là-bas, mais je suis restée en contact avec eux. Quand je me suis sentie prête, je n'ai pas arrêté de leur envoyer des messages sur Facebook pour leur dire « Vous savez quoi ? Je dois faire ma shahada, je dois la faire. » Et je l'ai faite. Mais être mexicaine et musulmane aux États-Unis, c'est s'exposer à des discriminations, y compris dans la communauté latina. Quand nous sortons, les gens me voient avec mon hijab et ils sont... Oui, je les entends parler, surtout quand je fais mes courses dans mon supermarché latino. Ils disent « Oh, ces gens sont partout. Et pourquoi ils se couvrent la tête ?» Et moi, du coup, je m'approche et je leur dis « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner cet article ?» Et eux « Oh, vous parlez espagnol ?» Et oui, je parle espagnol. Je suis mexicaine. C'est aussi mon pays. C'est ma communauté, c'est mon peuple. Et c'est ça que j'ai décidé d'être. Et c'est comme ça que j'ai décidé de sortir et de me montrer au monde. C'est mon identité. Les latinos qui rejettent les membres de leur communauté convertis à l'islam, une attitude plutôt répandue, liée aux liens très forts qui existent entre catholicisme et culture hispanique. Mais la discrimination vient aussi d'ailleurs. Les latinos et les musulmans sont les cibles favorites des discours nationalistes de Donald Trump. Et les musulmans eux-mêmes ont du mal à accepter ces nouveaux venus. À Houston, les fidèles du Centro Islamico partagent un dîner avec les autres communautés musulmanes de la ville.
Mais au début, l'intégration n'a pas été facile. Les latinos-musulmans sont perçus comme des étrangers à l'islam et se retrouvent parfois mis au banc de la communauté. Si vous n'êtes pas invité ou accueilli par la communauté musulmane ou ceux qui ont déjà des traditions, vous ne savez pas quoi faire et c'est triste, c'est vraiment triste. Je ne les blâme pas d'être si peu à l'écoute, car en même temps, je ne vais pas vers eux et je ne leur dis pas « Salut, je suis un revenant, quelqu'un peut m'aider ?» Je ne devrais pas avoir à le faire. Vous avez embrassé la vérité, mais personne ne vous dit « Salam alaikum » mais là, vous dites « Bah, je ne veux pas être avec ces gens-là. » L'islam latino, lui, se veut accueillant. J'accepte J'accepte. Allah Allah. et je témoigne. Et je témoigne. Ce soir, cette femme a décidé spontanément de se convertir, venant grossir encore un peu plus les rangs de cette communauté en plein essor. Juliette Gallonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, postdoctorante à l'INED. L'INED, c'est l'Institut national français d'études démographiques. Et c'est ça un peu le sujet de la thèse que vous avez rendue, c'est-à-dire la conversion en France, mais aussi aux États-Unis, à l'islam. On a le cliché, c'est peut-être un peu cliché, mais du latino-américain, très chrétien, voire très catho. Là, c'est étonnant quelque part, mais vous, j'imagine, ça ne vous étonne pas mais... En effet, quand on pense à latino-américain aux États-Unis, on a cette image d'un catholicisme très pieux, très fervent, très visuel aussi. Donc comme toutes les images et les représentations, elle n'est pas tout à fait juste. Donc c'est vrai que la majorité des latino-américains sont encore de confession catholique, mais ce catholicisme est quand même en perte de vitesse, à la fois en Amérique latine au sens large et plus spécifiquement chez les latino-américains qui vivent aux États-Unis. Donc pour recadrer, les latino-américains, c'est à peu près 58 millions de personnes aux États-Unis. Et du point de vue de leurs appartenances religieuses, on peut avancer quelques chiffres qui sont plus ou moins précis puisque les États-Unis ne recensent plus la religion depuis les années 50, mais on a des estimations qui nous disent qu'aujourd'hui, il y aurait environ 50%, 55% de catholiques, 22% de protestants, 18% de personnes qui se disent non affiliées, c'est-à-dire des gens qui se disent spirituels mais non religieux, 3% qui appartiennent à d'autres dénominations chrétiennes, et enfin 1% qui appartiennent à d'autres religions, y compris l'islam. Donc les latino-américains musulmans représentent moins de 1% de cette communauté latino à l'échelle américaine, mais quand même il y a cette présence et il y a des conversions de plus en plus importantes parmi cette communauté. C'est marginal, mais ça interpelle. Peut-être comment on l'explique. Il y a un contexte sans doute américain à cela. C'est pas le même contexte, la même sociologie que la France, on l'imagine bien. Comment on explique cette conversion Alors, c'est vrai que le contexte social américain sur les questions de religion et d'immigration diffère du contexte européen et du contexte français que je connais mieux sur plusieurs points, je dirais. Il y a d'abord la place centrale, omniprésente de la religion dans la vie sociale américaine. Le religieux est vraiment une dimension structurante des interactions dans la vie sociale, la vie politique et la vie quotidienne. Et il y a beaucoup de changements religieux chez les Américains. C'est 30 à 40% des Américains qui changent de dénomination religieuse au cours de leur vie, ce qui est très grand. Donc il y a une grande fluidité, un grand changement. La conversion, c'est une chose mieux acceptée aux États-Unis quelque part que chez nous, en Europe de l'Ouest je pense, oui. Il y a vraiment cet aspect qui est peut-être hérité du protestantisme, que la religion, pour être authentique, doit être choisie plutôt qu'elle doit être héritée. Et donc c'est très commun, en fait, dans le contexte américain, de parler de sa religion, de dire « Ah, mais moi, vous savez, je suis née protestante, et puis maintenant je suis bouddhiste, mais demain j'irai voir cette autre dénomination ». Il y a une grande fluidité, et il y a l'idée que le choix est quelque chose de valorisé. Donc ça, c'est un point, je pense, qui est spécifique aux États-Unis et qui explique ces mouvements de conversion qui touchent toutes les communautés. Il y a l'importance de la communauté aussi latino aux États-Unis. Absolument. Et ce qui est intéressant, là aussi, je pense, toujours par rapport au contexte européen, c'est qu'en Europe, les paniques morales et les angoisses et les crispations se concentrent sur l'immigration musulmane. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment l'immigration latino
qui vraiment génère des grandes angoisses chez la population majoritaire américaine blanche, qui craint une invasion à la fois démographique mais aussi linguistique, avec l'idée que l'espagnol va tout envahir. Donc il y a vraiment des craintes qui se sont concentrées sur cette communauté latino, avec en plus des craintes qui se concentrent aussi sur l'islam également. Donc nous, on a peur plutôt, enfin disons, les craintes se cristallisent quand on stigmatise les musulmans, c'est plutôt ceux qui viennent du Maghreb ou du Moyen-Orient, ouais. Évidemment par proximité géographique, et aux États-Unis, moi, vous dites c'est les latinos, ça il faut changer un peu notre point de vue là-dessus. Vraiment, les débats sur l'immigration aux États-Unis concernent principalement les latinos et dans une moindre mesure l'islam depuis le 11 septembre 2001, mais il y a moins cette tension autour de la communauté musulmane comme on peut l'avoir en Europe. Il y a aussi une différence sur la démographie de cette population musulmane américaine. Donc les musulmans aux États-Unis, c'est 1% de la population, c'est très peu, c'est 3,5 millions. Et c'est une population particulière puisque d'une part, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui constituent, on va dire, un gros tiers des musulmans américains et qui ont eu une tradition de conversion depuis le début du XXe siècle, les années 1910-1920. Ils se sont vraiment réappropriés l'islam. On pourra revenir sur ce On a point. justement ces figures fortes des conversions. Quand on pense conversion à l'islam aux États-Unis, c'est la communauté afro-américaine, c'est-à-dire Malcolm X, Absolument. Mohamed Ali, Nation of Islam, c'est vraiment ça qui revient. Les latinos, on a moins l'habitude. Absolument. Et d'ailleurs, si vous regardez les conversions en fait, à l'islam aux États-Unis, le gros contingent, plus de 60%, ce sont des Afro-Américains qui investissent cette religion encore aujourd'hui. Ensuite, on a 20% environ de convertis blancs. Et les latinos, parmi les conversions à l'islam, représentent environ 12%. Mais c'est vrai qu'il y a ce contingent afro-américain qui est très important et qui a fait un vrai travail, je dois dire, de réappropriation, d'indigénisation de l'islam au contexte américain. Ils ont préparé le terrain quelque part, Absolument. Ces Afro-Américains convertis. Mais est-ce que c'est la même chose, c'est-à-dire c'est un terrain de lutte aussi parce que les latinos sont discriminés, donc on se dit, on utilise l'islam, la conversion comme terrain de lutte, comme l'ont fait les Afro-Américains contre la ségrégation raciale. Là, les latinos, c'est aussi, il y a des points communs, des parallèles à tirer. Oui. Alors, je pense donc il faut vraiment insister, je pense, sur cette spécificité de l'islam afro-américain, qui, comme vous l'avez dit, a réapproprié l'islam dès les années 1910-1920 pour lutter contre l'oppression. On est dans un contexte où les Afro-Américains font face à des inégalités et à une violence inouïe. Et là, le référent religieux va être mobilisé pour réinventer une dignité noire. Donc ça passe dès 1913 par le Moorish Science Temple, qui dit qu'en fait les Afro-Américains sont les descendants des Maures, M-A-U-R-E, donc ces gens des royaumes islamiques du Maroc. Puis en 1920, la Nation of Islam, qui dit que la véritable religion de l'homme noir, c'est l'islam, et les véritables hommes sont les hommes noirs, les blancs n'étant que des créatures maléfiques. Donc il y a un réinvestissement de l'islam, donc comme pour renverser en fait en miroir l'oppression raciale. Ces mouvements sont perçus comme totalement hétérodoxes par le sunnisme orthodoxe que l'on connaît, mais ils ont fait ce travail de réappropriation que les latinos ont ensuite pu réinvestir. C'est très intéressant de voir qu'en 1987 se crée la première organisation latino et musulmane dans le Spanish Harlem de New York, qui s'appelle la Alianza Islamica. Et eux s'inspirent énormément de Nation of Islam, puisque eux, leur but, c'est donc de se trouver un cap moral avec le référent islamique, mais leur travail, c'est de lutter contre la criminalité, de résoudre des conflits entre les gangs dans le ghetto de Harlem, d'aider les personnes qui sont victimes du sida, d'aider les enfants avec du soutien scolaire. Donc ils ont vraiment... Ça passe par ce travail social. Oui, c'est vraiment un engagement social et politique. On mobilise l'islam pour le faire, mais la vocation est principalement militante et activiste. Et ça rejoint ce que vous disiez sur la place aussi du religieux aussi dans la société américaine. Votre travail, vous l'avez fait pendant votre thèse, c'est-à-dire vous avez fait des entretiens avec des convertis. Oui. Donc là, vous avez parlé à l'échelle peut-être de la communauté. Ces convertis vous disent quoi? Pourquoi ils se convertissent, ces latinos, ils se convertissent à l'islam? Pourquoi ils décident de dire, voilà, on quitte le catholicisme et on épouse l'islam? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc pour ma thèse, moi j'ai interviewé 82 personnes converties à l'islam
42 en France et 40 aux États-Unis, avec des gens un peu issus de tous les milieux, et parmi eux quelques latinos. Ce qui est intéressant dans ces récits, c'est qu'ils montrent une pluralité de trajectoires, mais ce sont des récits qui se ressemblent beaucoup, puisqu'il y a un impératif de mettre en cohérence sa vie. Donc on fait tous des récits dans lesquels on met en cohérence notre vie. Quand on se raconte, on cherche à produire un discours cohérent sur nous-mêmes, mais chez les convertis, il y a un impératif plus fort, puisqu'il s'agit de justifier et d'expliquer sa conversion. Donc nous, les sociologues, on s'appuie sur ces récits qui sont très intéressants, et parmi les récits que j'ai recueillis, il y a une pluralité de motifs qui sont mis en avant. Et par exemple, donnez-nous des motifs concrets. D'en distinguer peut-être 3. Il y a des gens qui mettent en avant un registre rationnel, qui disent l'islam est la religion la plus logique qu'il m'ait été donné de connaître. Ils pointent notamment ce qu'ils considèrent comme des incohérences du christianisme et du catholicisme plus spécifiquement. La Trinité est toujours très compliquée, critiquée pour être quelque chose d'incompréhensible. Et donc ils mettent en avant ce monothéisme pur de l'islam qui ne reconnaît pas la Trinité, en disant que l'islam est une religion rationnelle et logique. L'islam, c'est aussi un moyen de mettre en ordre sa vie, avec une discipline très forte que l'on retrouve avec les 5 prières, avec le jeûne, etc. Donc ça, c'est un premier registre, en disant, beaucoup de gens qui disent moi j'ai étudié toutes les religions et c'est l'islam la plus logique. J'avais interviewé une personne qui avait fait un tableau Excel. Ah ouais, d'accord, avec les pour et les contre avec et les religions. Voilà, un comparatif sur tableau Excel des religions. Pourquoi et en disant l'islam coche toutes les cases et c'est pour moi la religion la plus logique. Deuxième motif. Le deuxième motif, c'est un registre plutôt mystique qui va faire appel aux rêves, aux signes, à la révélation mystique. Donc des gens qui sont plutôt orientés vers le soufisme, qui ont eu des révélations dans des mosquées, qui ont eu des rêves. Ça aussi, ce sont des récits qui reviennent beaucoup. Quelque chose de mystique, ouais. Ouais, le récit mystique, un peu la révélation. Donc là, c'est plutôt des gens qui se disaient des fervents athées, qui ont une révélation mystique quand ils rentrent dans une église ou dans une mosquée. Et enfin, le troisième motif, c'est le registre plus social et politique dont on parlait à l'instant avec cet héritage afro-américain, avec l'idée, en fait, que l'islam est un instrument de justice sociale, qu'il va permettre de réformer la société et de lutter contre une pluralité de maux comme le racisme, l'oppression sexuelle, le matérialisme, l'inégalité. Et que vraiment, cet islam-là, si on l'investit, si on en fait un outil de lutte, il va nous donner les moyens de nous émanciper. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'occultent pas leurs racines chrétiennes. Ceux qui étaient chrétiens à la base ou catholiques, il y a cette femme qui dit, voilà, ma sourate préférée, c'est celle avec Marie et Jésus. Il y a quelque chose où on fait ce syncrétisme, on additionne et on réinvente quelque part l'islam. Comment ils réinventent l'islam ? C'est vrai que dans les récits, il y a plutôt l'envie d'insister sur la continuité plutôt que sur la rupture. Ça ressort beaucoup, notamment chez les catholiques. Plusieurs personnes qui m'ont dit, pour moi, être un bon catholique, c'était me convertir à l'islam, puisque l'islam vient après et donc actualise le message. Ça, c'est un discours qui revient beaucoup. Et évidemment, la figure de Jésus, qui est d'ailleurs plus citée, Issa, donc Jésus, beaucoup plus cité dans le Coran que Mohammed lui-même. Donc Jésus est une figure centrale du Coran, et la figure de Marie, qui pour le coup est la seule femme qui est citée par son prénom dans le Coran. Il y a d'autres femmes qui sont mentionnées, mais Marie est la seule qui est nommément citée. Le fait que ces deux figures, qui sont très importantes dans le catholicisme latino-américain, soient également très importantes dans l'islam, permet de mettre l'accent sur cette continuité. Donc il y a cette continuité, mais il y a aussi, comme vous l'avez mentionné, cette volonté de réinventer. C'est-à-dire qu'on va se réapproprier un message islamique, mais il n'est pas question pour nous d'adopter les codes culturels qui viennent des pays arabes. Alors comment on le réinvente justement concrètement, des exemples de cette réinvention ? Alors c'est intéressant de voir que cette réinvention passe beaucoup par la cuisine et la gastronomie. Ça, c'est vraiment la bean pie chez les Afro-Américains aussi, c'est cette tarte aux haricots, justement, chez Nation of Islam, qui était typiquement de ces convertis afro-américains. Absolument. Donc ça, c'est un exemple d'une invention. C'est vraiment une recette culinaire propre à Nation of Islam. De la même façon, les latinos, lorsqu'ils célèbrent la fin du ramadan, vont faire des pina coladas, mais sans alcool, vont faire toutes ces choses-là en disant que c'est pas parce qu'on
devient musulman qu'on doit embrasser la culture arabe. Et ça, c'est un point sur lequel les convertis insistent énormément. Ça peut être mal perçu, hein, on l'a vu dans le reportage aussi, il y a une certaine discrimination, parfois un regard de travers des arabo-musulmans qui se disent c'est nous les vrais musulmans, vous d'accord, vous êtes des revenants comme ils disent, vous étiez à l'Andalous, les morts, MAURES, mais nous on est des vrais musulmans, on pratique le vrai islam. Il y a aussi cette défiance et cette concurrence quelque part. En effet, il y a des très forts conflits de légitimité autour de la question de savoir qui détient le vrai islam et qui va façonner l'islam tel qu'il va se développer aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment un conflit qui, historiquement, a opposé les Afro-Américains qui ont inventé déjà leur propre islam et les musulmans d'origine immigrée, principalement issus du Moyen-Orient et du sous-continent indien. Donc 3 sortes d'islam, les Afro-Américains, les Arabo-musulmans et puis les convertis latinos, c'est ça, quelque chose comme ça. Les convertis latinos, c'est encore marginal, mais ils sont aussi en train de proposer quelque chose. En tout cas, il y a cette tension, puisque d'un côté, les musulmans issus des pays arabes disent nous avons la légitimité linguistique, puisque nous parlons l'arabe, qui est la langue de la révélation, et nous avons la légitimité culturelle, puisque nous venons de pays majoritairement musulmans. Donc nous savons ce qu'est le vrai islam. De l'autre côté, les convertis disent « Ok, mais nous, ce qu'on va faire, ce qui nous intéresse, c'est pas tant d'approprier la culture que le texte religieux. Et on peut le réinventer comme on veut, et surtout, on peut l'adapter au contexte américain qui est le nôtre. » Mettez-nous d'accord, il y a des convergences quand même sur ce qu'est un bon musulman aux États-Unis, il y a des points communs, on arrive à le définir. Il y a vraiment des conflits. Il y a plutôt des conflits, d'accord. Il faut insister sur ce point, mais je pense que ça va changer avec la deuxième génération, notamment de ces immigrés donc, issus du Moyen-Orient ou des pays de l'Inde et du Pakistan. Donc cette deuxième génération, eux, sont nés et ont grandi aux États-Unis, et donc ils sont des citoyens américains et ils veulent vivre un islam américain. Et eux sont très intéressés justement à regarder ce que les Afro-Américains ont pu faire par le passé, puisque eux ont trouvé la solution pour faire de l'islam une religion américaine. Et en plus qu'il y ait ces musulmans latinos qui sont très dynamiques, qui ont beaucoup d'organisations et qui sont de plus en plus visibles puisqu'ils suscitent l'attention, ça ouvre des portes en fait. Ça fait bouger l'islam, ça le réinvente quelque part. Dernière question, Juliette Gallonnier. Sujet semaine prochaine, c'est sur ces tests ADN, pour savoir d'où viennent nos origines. On peut le faire pour quelques centaines de francs. Les convertis que vous avez interviewés, est-ce qu'il y en a qui ont fait ce test ADN pour savoir s'ils raccrochaient quelque part au monde arabe et puis légitimer leur islam? Alors, je suis très contente que vous me posiez cette question parce que, en effet, j'ai interviewé une personne qui avait eu recours à ces tests ADN. Donc, ces tests génétiques sont très courants aux États-Unis. On se les offre à Noël. Enfin, c'est vraiment, il y a un vrai marché sur ces tests qui permettent de déterminer vos origines. C'est très courant. Et en fait, cette personne que j'avais interviewée est un Afro-Américain de Détroit, donc qui a grandi à Détroit, qui découvre l'islam par la Nation of Islam, puis qui se convertit à l'islam sunnite, et enfin qui se dirige plutôt vers une confrérie soufie. Et lui rencontre ce conflit de légitimité. C'est-à-dire quand il va dans une mosquée indo-pakistanaise, les gens lui disent « mais toi, t'es pas vraiment musulman, de toute façon, t'es qu'un mec du ghetto, tu connais rien au vrai islam ». Donc il est très perturbé par ça, puisque l'islam est la religion qu'il a choisie. Le temps nous est compté, Juliette Gallonnier, comment se termine l'histoire? C'est fini. Donc il décide de faire un test ADN en prenant un cheveu de sa mère et un cheveu de son père, qui lui montre que les ancêtres très éloignés de sa mère, donc descendantes d'esclaves, venaient du Cameroun, et ceux de son père étaient berbères. Et donc, à partir de là, il a pu dire « Mes ancêtres venaient des royaumes islamiques de Fouta Toro au Cameroun et du royaume islamique d'Afrique du Nord. Et donc, je suis aussi musulman que vous. » On termine avec cette belle histoire, Juliette Gallonnier. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et voilà, si vous voulez nous laisser un message, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail fautpascroire@rts.ch.